Fan de crédit, en partenariat avec la Fédération du courtage en crédit. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle émission Fan du crédit. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être entouré que de femmes autour d'un thème qui nous tient à cœur et dont le titre est un peu provocateur. Bien-être au travail, n'est-on pas allé trop loin? Alors, le sujet n'est pas de critiquer ou de porter un jugement sur ce qui peut se passer, mais d'essayer de comprendre un petit peu l'évolution des mentalités et l'évolution de la relation entre soit mandataires ou salariés et leurs mandants ou leurs employeurs dans un contexte qui bouge avec la technologie, avec les éléments sociologiques qui se présentent à nous. Donc, on va pouvoir en discuter librement pendant cette petite heure ensemble. Et pour commencer, j'accueille Catherine Descamps. Bonjour Catherine. Bonjour. Fondatrice du cabinet L'Envol, ou Envol, je ne sais plus comment on dit. C'est L'Envol, oui. C'est L'Envol. Je reprenais un nouvel envol. Eh ben voilà. Alors, tu es déjà venu et oui. Je vais te donner la parole juste après pour représenter et présenter ton cabinet derrière. Christelle Verdier, bonjour maître. Bonjour. Avocate spécialiste en droit social auprès de TGS France Avocat. C'est ça. C'est ça. Donc là aussi, je vous laisserai parler un petit peu, je te laisserai parler sur les activités et puis sur tes spécialités par rapport à tout ça. Très bien. Et puis Marie Pierrat, bonjour Marie. Fondatrice et dirigeante du réseau MP Finance et présidente accessoirement de la Fédération du courtage en crédit. Alors, je vous ai évoqué tout ça, le bien-être au travail, est-ce qu'on n'est pas allé? Forcément, la période du Covid a bousculé les ordres. On a réagi parce qu'il fallait bien réagir rapidement, sans préparation, sur des décisions qui ont été hyper brutales, voire même pour certains violentes. Derrière cette période de confinement et de ce que ça a entraîné sur des nouvelles modalités de fonctionnement de la vie professionnelle, on a vu apparaître aussi une prise de conscience. En tout cas, moi, je l'analyse comme ça, sur la relation avec le travail, la relation à l'équilibre qu'on a entre vie personnelle et vie professionnelle, et un certain nombre de choses. C'est une disposition et une situation qui a commencé à s'établir pendant maintenant 3 ans, et là, depuis, on va dire une bonne année, on voit des éléments de marche arrière, alors souvent à l'initiative des chefs d'entreprise ou des employeurs qui se sont aperçus qu'il y avait une certaine productivité en moins, parfois même au niveau des salariés qui trouvaient qu'ils étaient abandonnés, qu'ils étaient dans une sorte de désert dans lequel ils étaient laissés beaucoup à l'écart, et puis là, avec tout ce que ça engage derrière, les restructurations, notamment dans nos métiers ou dans les métiers financiers qui vont là. Une fois que j'ai posé ça, les questions qu'on va se poser, c'est ces questions, c'est est-ce que toute cette forme de ce qui était présenté comme un bien-être ou d'une facilité ou un confort de travail pour pouvoir avoir de l'intérêt de l'entreprise, mais aussi de l'intérêt de l'employé ou du mandataire, est-ce que on n'a pas vécu une sorte de dérive et que on va aller par une bascule un peu brutale dans l'autre sens, et surtout de reparler de ces conditions parce que on a des nouvelles générations qui arrivent sur le marché du travail et qui n'ont pas forcément les mêmes valeurs que celles que l'on portait pour des personnes âgées comme moi, en tout cas. Voilà, donc je vous avais promis de vous laisser un peu la parole pour vous présenter. Je vais tenir ma promesse. Donc Catherine, vas-y, dis-nous qui tu es, qui est Envol. Donc, L'Envol est un organisme de formation et de coaching. J'interviens dans tout type d'entreprise, en fait, et essentiellement dans le domaine du courtage et du financement, de l'assurance, puisque c'est 25 ans de ma carrière précédemment où j'ai pu rencontrer pas mal de monde, évidemment, autour de moi. Donc aujourd'hui, l'orientation de L'Envol est essentiellement sur le développement personnel, donc le savoir-être de chaque individu, des parties prenantes, des collaborateurs, des indépendants et bien évidemment des chefs d'entreprise. Donc, comme outil, c'est basé sur l'intelligence émotionnelle, puisque j'ai repris des 3 années d'études avant de créer L'Envol en ce sens. Donc, les neurosciences orientées spécialement sur l'intelligence émotionnelle, couplées avec la puissance de l'approche systémique. Donc, pour éviter de séparer, de couper, de fractionner comme en analytique. C'est un tout, exactement.
C'est un tout qui peut être... ce sont des clés qui peuvent être complémentaires et qui ont une puissance particulièrement plus forte et largement décuplée quand nous les mettons ensemble. Puisque l'analytique a pour tendance à couper, à travailler sur le passé, à trouver des solutions à des problèmes, etc., etc. Or, quand nous travaillons avec de l'humain, et pas avec des machines, quand nous travaillons avec de l'humain, rester dans le passé sert à rien, puisque nous n'y changerons rien. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour mon plan de demain. Qu'est-ce que je mets en place? C'est le subjectif qui vient compléter l'objectif. Oui, je dirais que ce qui va être important, c'est d'abord d'avoir des objectifs et de fixer un plan d'action qui ait du sens pour chacun dans l'entreprise. Alors, tu as lancé des mots qui vont être des mots clés dans notre discussion. Oui. Merci de le faire et on va y revenir tout de suite. Christelle? Moi, Christelle Verdier, je suis avocate associée chez TGS France Avocat depuis 26 ans. TGS France Avocat, c'est un cabinet pluridisciplinaire. On compte à peu près aujourd'hui 180 collaborateurs, avocats juristes, avec une petite centaine d'avocats. Nous sommes un cabinet orienté droit des affaires. Donc on a toutes compétences, naturellement, autour du droit des affaires, droit des sociétés, patrimoine, juridique, fiscalité, RGPD, etc. Le cabinet fait partie du groupe TGS et aussi TGS International. On est aussi à l'international. Et le groupe TGS, c'est un certain nombre de métiers. En premier lieu, la comptabilité. Tout ce qui est ensuite informatique, formation, les consultants, etc. Tous les services d'assistance et support d'une entreprise. C'est ça. En fait, l'entreprise est accompagnée par TGS dans le cadre d'un certain nombre de métiers. Moi, j'interviens spécifiquement en droit social. Je suis spécialisée en droit du travail notamment. Donc, j'interviens aussi sur le droit de la sécurité sociale. Et donc, je fais tant du conseil que du contentieux. Donc le conseil, ça va du quotidien des chefs d'entreprise, ça va du contrat de travail, de son exécution jusqu'à la rupture, et puis l'établissement d'accords d'entreprise, les élections, du CSE, etc., etc. Et puis à côté, j'interviens sur le contentieux, alors notamment matière prud'homale, devant les conseils de prud'homme. Cour d'appel, quand l'affaire va plus loin. Voilà. Accompagnement uniquement en cour de cassation, puisque ce sont des avocats après la cour de cassation, mais aussi le tribunal judiciaire pour tout ce qui va concerner, par exemple, la faute inexcusable, les accidents du travail, maladies professionnelles, etc. Puis entre les deux, on peut dire la négociation aussi. Ça fait partie aujourd'hui, c'est une part importante en fait de l'activité de l'avocat en social, je pense, en tout cas de mon activité, où au lieu de partir directement sur le contentieux, on va tenter de négocier et de concilier ou de voir si à l'amiable, on peut trouver un terrain d'entente au lieu de partir en contentieux. Et ça évitera l'aléa judiciaire déjà. Et puis l'alourdissement des tribunaux. Les années éventuellement de procédure. Et d'ailleurs, la médiation ou la conciliation existe quasiment dans tous les domaines aujourd'hui, sauf que dans le domaine social, c'est un peu à l'initiative des uns et des autres et du bon vouloir, d'une volonté commune en tout cas. Oui, tout à fait. Donc on peut, quand les deux parties sont d'accord, on peut tenter des médiations et ça peut fonctionner. Et on peut aussi avoir des médiateurs, notamment devant nos cours d'appel. On nous impose, le cas échéant, effectivement, de tenter une médiation préalable. C'est ça, préalablement. Donc voilà. Eh bien, merci. Marie, MP Finance, ton parcours. Les gens commencent à te connaître au niveau de la fédération, mais voilà. On a des auditeurs qui ne sont pas encore adhérents de la fédération. Exactement. Donc, Marie Pierrat, je suis dirigeante et fondatrice du cabinet de courtage MP Finance, spécialisée en financement immobilier, financement professionnel, assurance emprunteur également. Cabinet qui est dans l'Est de la France principalement, Est, Lorraine, Alsace, tout petit bout Luxembourg, on commence. Donc c'est rigolo parce que ce sujet va vraiment concerner aussi, pour moi, 2 pays et 2 fonctionnements différents. Et un peu dans le sud également. L'ensemble de mes équipes sont des libéraux.
Donc ça va être aussi très intéressant comme discussion, puisque le Covid, on en parlait tout à l'heure, le Covid a vraiment marqué un arrêt des habitudes, un changement Une bascule, des habitudes, oui, c'est ça. une bascule. Et dans le quotidien de chacun de mes courtiers, étant donné que ce sont des libéraux, la place du travail prend une place énorme au quotidien. Ça vous parle puisque vous avez été dans cette activité dans le passé. Et c'est vrai que cette notion de sens, j'ai hâte de débattre et d'en discuter. C'est ce qui rythme Le quotidien. choses et beaucoup de choix désormais, je pense. Alors, j'évoquais effectivement, et on vient de le rappeler, en fait, pas le Big Bang, mais parce que ça serait peut-être un peu extraordinaire, quoique je pense qu'on ait vécu une période absolument incroyable et inédite. C'est effectivement cette période du confinement, avec la crise du Covid. On nous annonce potentiellement qu'il faudrait qu'on s'habitue éventuellement sur d'autres crises sanitaires qui pourraient reprovoquer ce genre de choses-là, mais c'est un détonateur, et donc ces aspirations qui ont été rejointes par les mesures d'accompagnement et notamment la mise en place du télétravail. Est-ce que tu penses, Catherine, qu'on y était préparé à ça? Parce que télétravail, c'était, on va pas dire un gros mot dans le monde de l'industrie et de l'emploi, mais c'était quelque chose qui était laissé, on va dire, à des freelances qui n'étaient pas, qui étaient déjà vraiment des indépendants. Est-ce qu'on y était préparé? Le télétravail était tout à fait dans l'esprit des gens, partout, sauf en France. Voilà, comme ça, c'est à peu près résumé. Non, en France, nous n'étions absolument pas prêts, nous ne voulions pas. Nous avons toujours imaginé que les collaborateurs ne pouvaient pas être efficaces en travaillant de chez eux. Parce qu'il y a toujours une suspicion du « va-t-il correctement faire, va-t-il bien faire, et puis je peux pas le surveiller, etc., etc., etc. » Donc, ça a changé les habitudes, ça a bouleversé les comportements, y compris des dirigeants, bien sûr, des managers, parce qu'ils se sont remis en question, parce que ça a créé chez eux, tiens, quelle est ma légitimité, travailler avec mes parties prenantes à distance, comment je fais, et donc vers qui et vers quoi je peux me tourner pour pouvoir savoir comment faire. La question était vraiment là. Cela dit, je pense que nous en sommes pas trop mal sortis pour des gens qui n'étaient pas prêts à le faire. Là où je trouve qu'il est particulièrement intéressant de regarder, c'est l'après-Covid. Parce qu'en fait, ça vous devez vous le voir dans votre cabinet, parce qu'en premier semestre 2025, nous sommes à 5,9% de taux d'absentéisme en France. Un bond de 34% par rapport à 2024. Je vous dis pas par rapport à 2019, d'accord? Donc, nous ne sommes plus forcément beaucoup dans le télétravail. Nous sommes dans retour à l'humain. Comment faire? Comment je m'occupe de lui? Et qu'est-ce que je mets en place pour lui? Parce que la plupart des employeurs raisonnent en disant, que ce soit sur le développement personnel ou autre chose. Il se dit, ce qui compte pour moi, c'est le bien-être au travail de mes collaborateurs. Je pense qu'il y a une grosse erreur parce que il n'est pas concevable de couper quelqu'un en deux. Dans des rôles au théâtre, c'est possible. À un moment, tu vas être le gentil, à un moment, tu vas être le méchant. Un individu au travail, un individu dans la vie, un individu dans sa famille, un individu avec ses amis, c'est un individu. Et ce qui est important, c'est que ce soit l'individu qui aille bien. Et c'est donc tout ce savoir-être qu'il est important d'accompagner et de mettre en place les vrais outils pour pouvoir faire qu'il aille bien. Parce que mieux il ira bien dans sa vie, plus il se sentira légitime, donc plus il sera motivé, engagé, et les performances de résultats seront au rendez-vous, sans avoir le bâton qui a été un système de fonctionnement d'avant, qui aujourd'hui ne peut plus fonctionner. Est-ce que, si j'entends ce que tu me disais dans la première partie de ta réponse, est-ce qu'on serait peut-être en train de vivre un spleen de l'après-Covid ? C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément vu les effets de cette bascule dans les méthodes de travail et dans le comportement des uns des autres, parce que ce qui est vrai pour les uns l'est aussi pour les autres. On va l'explorer un peu plus loin. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas avoir en fait une sorte de prise de conscience mesdames, moi je ne connais pas, mais on parle souvent du spleen d'après accouchement. Est-ce qu'on ne serait pas un peu dans cette situation-là ? En fait, sur le plan de la sociologie, c'est un vrai changement de comportement. Ce n'est pas
spleen d'après Covid. Les attentes sont différentes, les besoins sont différents. Et il y a de plus en plus d'intelligence artificielle partout, de techniques et de technologies. Donc il y a de plus en plus de questionnements. Voilà, il y a de plus en plus de questionnements qui rend la situation anxiogène. Et qu'est-ce que je vais devenir demain? Comment je vais travailler? Et comme la plupart des entreprises pensent qu'elles ont bien fait et qu'elles font au mieux, avec des formations, en général, c'est surtout des formations obligatoires qui sont données aux parties prenantes. Alors que les formations en développement personnel et ou du coaching, avec les bons outils, font que les personnes vont retrouver un sens dans leur implication, un sens de leur légitimité. Remettre en place de la reconnaissance sur l'implication, c'est pas faire des salles de jeu, un repas de temps en temps et 2 voyages par an. C'est pas une garderie, une entreprise, quoi. Oui. Donc, changement de paradigme, parce que des attentes sont très différentes aujourd'hui. Alors, je vais revenir, parce que ça fait déjà 4 fois que tu me dis sens, donc je vais forcément appuyer sur ce terme-là, et puis je sais qu'il a un sens pour toi. Marie, en ce qui concerne tes équipes, tu m'as dit c'est des libéraux, tu as quand même 2-3 salariés. Est-ce que cette période derrière, puisque tu existes depuis une dizaine d'années, est-ce que cette période derrière a généré des attentes, des velléités, des demandes exprimées ou suggérées dans les équipes ou dans celles de tes collègues ou de tes confrères, puisque tu es au niveau de la fédération, tu côtoies pas mal aussi de courtiers. Donc, comment tu l'as remarqué, toi, sur ce métier ? Alors, je l'ai clairement remarqué déjà par rapport aux habitudes de travail. Les habitudes de travail que nous avions avant ne sont plus du tout les mêmes maintenant. On parlait de télétravail et de visio, par exemple. Il était inconcevable qu'un client que nous accompagnons n'aille pas au rendez-vous bancaire physiquement. On a eu un changement très brutal, mais positif, puisque finalement, on s'est retrouvé à tout gérer à distance et à pouvoir accompagner des clients sans ne jamais les avoir rencontrés. Tout se faisait à distance. Donc, ce côté-là a été très bénéfique pour nous, parce que ça a été un accélérateur de moyens pour continuer à travailler et à pouvoir accompagner nos clients. Pour mes courtiers, si je me concentre aussi sur l'humain, j'ai vraiment eu des changements complètement entre des courtiers qui étaient très performants avant Covid et qui l'ont moins été après Covid, puisque les habitudes ayant changé, la méthode de travail a changé, beaucoup de choses à distance alors que certains étaient rattachés à de l'humain et à du contact vraiment physique. J'ai senti des courtiers très performants avant qui ne l'étaient plus et qui étaient plus en souffrance après. Tu es en train de complètement valider la réflexion de Catherine en disant on n'y était pas préparé. Oui. Et donc, du coup, ça nous vient là-dessus. On s'adapte. Oui. Et donc, on est en passivité Oui. Plutôt qu'en proactivité par rapport à ça. Exactement. Et je rajouterai juste une petite précision sur le statut. Je pense que ça a peut-être été plus facile pour des libéraux que pour des personnes ayant un statut plus salarié, avec un encadrement plus carré, si je puis dire, puisqu'un libéral, par défaut, il a déjà un certain engagement dans son choix. Certaine autonomie. Le choix, le sens de telle ou telle création d'entreprise ou de telle ou telle activité professionnelle, on y a déjà un peu réfléchi. Donc cet engagement, on l'a. Après, il évolue, il change à travers les moyens qui évoluent aussi. Mais il a peut-être mis en exergue, par contre, de façon plus formelle, plus criante, les gens qui étaient en capacité d'autonomie réelle et ceux qui se laissaient porter par un groupe ou qui se repliaient derrière une habitude de venir quand même au travail, même s'ils sont libéraux, etc. Et je dirais que, pour conclure, ça a vraiment renforcé l'identité, par exemple, que j'ai choisie dès le départ à travers MP Finance, qui était l'accompagnement, le conseil, le sur-mesure. Je pense que cette grande période de mou a permis à beaucoup d'avoir une grosse introspection, beaucoup de clients, beaucoup même de collaborateurs. On dit qu'il faut minimum 20 à 30 jours pour changer d'habitude. Et là, les habitudes ont complètement été bousculées.
En 3 jours. Et en peu de temps. Et ça s'est installé. Et donc, pour en tout cas, la philosophie de mon entreprise, et je pense que ça a eu du bon pour les philosophies des entreprises. Je pense que là, c'est le moment d'aller en introspection, même pour une entreprise. Est-ce que je choisis, est-ce que j'ai la bonne direction? Est-ce que ma vision est la bonne? Est-ce que mes valeurs sont les bonnes? Et clairement, ça a vraiment appuyé les valeurs de l'entreprise qui étaient être aux côtés de l'humain. On va réinsister, on va revenir sur ces sujets parce que, effectivement, on l'a dit, il y a plusieurs parties prenantes là-dedans. Il y a le salarié ou le mandataire, il y a le mandant ou le chef d'entreprise, et on va même rajouter sur les structures un peu plus organisées, le management intermédiaire, les etc. indicateurs, les Exactement. d'affaires, etc. Christelle, alors d'un point de vue juridique, est-ce qu'on a vu arriver avec tous ces sujets qui ont bousculé nos relations contractuelles? Est-ce qu'on a vu arriver une profusion d'avenants, de contrats de travail modifiés, de fiches de poste qui ont été bousculées ou pas? Au moment de la période Covid, de toute façon, le télétravail, par exemple, lorsque les salariés continuent à travailler, ça a été imposé. C'est pour ça que ça a été extrêmement brutal. Mais là, il n'y avait pas de modification du contrat de travail. Oui, c'était un élément exceptionnel. C'était exceptionnel, c'était temporaire en plus. Donc là, les contrats de travail ont continué à s'exercer en fait en s'adaptant en fait. Et là, ce sont plutôt les mesures gouvernementales qui sont intervenues. Et puis, on a vu petit à petit salariés et employeurs devant s'adapter de toute façon, puisque ça a été quelque chose d'imposé qui n'avait pas du tout été réfléchi pour beaucoup d'entreprises. Effectivement, il y en a beaucoup qui ne rentraient pas du tout dans le télétravail et qui écartaient la notion, même l'idée même de télétravail. Et à partir de ce moment-là où on a vu que c'est vrai que ça a été soudain, ça a été imposé, que ça a peut-être été compliqué au début, mais en fait, on a vu qu'on a réussi à s'adapter, malgré tout. Et il a fallu mettre en place, il a fallu créer des choses. Les rapports ont changé, la communication a changé. À plus forte raison, on était dans le cadre du domicile du salarié. Ça veut dire que, en fait, il n'y avait pas que lui, il y avait aussi la famille, il y avait les enfants. Donc, voir ce qu'on mettait en place, est-ce qu'on mettait des plages horaires, etc. Et pour beaucoup, et ça puis fait... cette confiance, parce que oui, c'est ça. Ben là, elle était l'autonomie dont on parlait tout à l'heure, oui. elle est soclée sur la confiance qu'on a les uns les autres. C'est ça. Et effectivement, quand on parle d'indicateurs de présence, etc., c'est compliqué de se dire, ouais, je veux que tu sois absolument présent. Donc, alors, on a tourné ça en ridicule. Il y a des gens qui ont fait des avatars, il y en a qui ont mis des photos d'eux qui étaient statiques devant l'écran, etc. Enfin, on s'en est amusé, mais dans la réalité, c'est un peu ça. C'est ça, dans la réalité. Non, il a fallu de toute façon mettre en place des choses, s'adapter. Puis il y avait de toute façon les mesures gouvernementales qui étaient là aussi un peu en cadre, mais forcément c'était au fil de l'eau. Donc à ce moment-là, le télétravail c'est devenu une vraie question, et c'est devenu une vraie question sur l'après-Covid en fait. Bien sûr. Et aujourd'hui, la question se pose, que ce soit dans les rapports, dans les négociations, même dans les rapports individuels de travail, effectivement, et ça devient un point quand même assez important et essentiel. Et effectivement, je rebondis aussi sur ce que vous disiez, c'est-à-dire que souvent on se dit mais on peut pas faire de réunion en visio, c'est quelque chose, même nous, chez nous, dans nos cabinets, avec nos clients, et en fait on s'est aperçu qu'on peut faire en visio, on n'est pas obligé de se déplacer. Et en fait, c'est un vrai changement aussi de nos modes de travail. Et c'est quelque chose qui est resté même avec nos clients. Alors, avec toute cette acclimatation ou cette acculturation à la situation, c'est-à-dire que moi je me souviens des premières semaines où on était obligé de provoquer au moins une réunion par jour pour garder le contact, etc., pour passer des messages, même s'il n'y avait pas toujours quelque chose de très constructif à se raconter. Et puis après, on s'est positionné avec de l'animation, c'est-à-dire que c'était une méthode d'organisation, une méthode de fonctionnement. Et de lien avec les gens. Exactement. Garder le lien. Et la difficulté, mais on y reviendra encore un peu plus loin, mais c'est aussi
comment on aménage, comment on éduque les uns les autres parties prenantes dans ce travail, cette organisation du travail, pour que ce soit hyper constructif. Moi, j'ai vu des visios durer 1 heure, où franchement, ça pouvait être bâché en 5 minutes. Mais parce qu'il fallait qu'il y ait, entre guillemets, une certaine durée. Et ça a peut-être mis aussi en exergue ces réunionites qui ne servaient à rien quand on les faisait en réalité en physique. Mhm. Et du coup... Alors, aujourd'hui, en fait, parce que, c'est un vrai sujet. Excuse-moi, mais Oui. moi, j'ai souvent entendu, alors ça s'est un peu passé de mode, mais il y a 2-3 ans, j'avais encore des gens qui me disaient « Ah, mais moi, je peux pas recruter si jamais je présente pas au moins 2 jours par semaine de Alors, télétravail. si Enfin, je veux dire, c'était devenu une condition sine qua non qui était imposée par le candidat au recrutement et qui, du coup, les DRH se retrouvaient totalement prisonnières de cette contrainte. Alors, on le voit aujourd'hui parce que c'est un vrai sujet, en fait, dans les entreprises. Et c'est souvent aussi un moyen, parfois, de recruter parce que c'est un élément important pour le futur salarié de savoir qu'il y aura des jours de télétravail. Donc oui, et ça fait partie aujourd'hui de nos négociations. Alors, je suis provocateur. Hein. Je suis un anti-télétravail reconverti. Donc, honnêtement, moi, j'avais des demandes de télétravail qui arrivaient. C'était bizarre, c'était ou le lundi, ou le mercredi, ou le vendredi. On a tous vécu, et parfois de façon humoristique, hein, les réseaux sociaux ont beaucoup communiqué là-dessus. On voyait la personne qui se levait, qui était en short en dessous, ou le conjoint qui passait derrière en caleçon ou en pyjama, ou des personnes qui faisaient des travaux et qui faisaient même jusqu'à de la publicité du fait de faire des travaux. Donc, on voit bien qu'on est allé sur certaines situations. Elles n'ont pas été majoritaires, faut être très honnête. Et j'ai même d'ailleurs connu beaucoup de gens qui se sont plus impliqués d'ailleurs au moment du télétravail que peut-être elles en avaient dans leur travail en bureau. Est-ce que tu penses qu'on a vraiment absorbé ces sujets-là ou est-ce qu'on est encore en déficit de pédagogie sur l'ensemble de la chaîne sociale ? Je pense que on a toujours en tête en fait ce genre de réflexion. C'est pas forcément dans les faits ce qui se passe. Et le télétravail, il peut aussi être cadré en fait. C'est-à-dire que il suffit, alors j'anticipe peut-être un petit peu, hein, mais il peut être cadré. C'est-à-dire que déjà c'est pas tous les jours. Il faut qu'il y ait de la communication. Il y a des plages horaires des plages où on va communiquer, où on va travailler ensemble, etc. Et puis la possibilité que ce soit réversible aussi. Et ça, dans un accord, il faut le prévoir. Et c'est-à-dire ça n'a pas été prévu, il faut être honnête. Alors, oui. Pas souvent, en tout cas. Oui. Alors, déjà, au moment du Covid, de toute façon, là, c'était différent. Mais après Covid, en principe, la réversibilité, elle est prévue. Mais il faut aller plus loin. Les cas où on va suspendre, par exemple. Dans quel cas on va suspendre le télétravail ? Et tout ça, on peut le cadrer. En fait, donc c'est soit une charte, ça peut être la convention collective aussi, hein, qui certaines prévoient le télétravail. Ça peut être des accords d'entreprise. Les conventions collectives, il y en a certaines. Très important, c'est de s'ouvrir à la flexibilité. Et l'accord d'entreprise. Et avec les nouvelles générations qui arrivent, plutôt que de fixer du télétravail tel jour pour telle et telle personne, ce que recherche beaucoup plus l'individu aujourd'hui en entreprise, et qu'il soit indépendant d'ailleurs et ou salarié, c'est la flexibilité. Comment je peux m'adapter, comment je peux gérer, avoir ma liberté, le pouvoir de mes choix. Et c'est ça qui est très important pour... mais il y a une relation en même temps, c'est ça, parce que l'employeur, il a aussi... il a des attentes contractuelles. Il y a un travail à exécuter. Donc, avec l'exécution du travail, je pensais pas à un cirque, quoi. Hein, Mais ça veut dire, en fait, on peut aménager comme on veut. C'est-à-dire, soit on va l'imposer, soit on va dire, par exemple, c'est 2 jours par semaine. Mais à votre choix. On voit aujourd'hui, par exemple, dans des entreprises où il n'y a pas de télétravail, par exemple, ça revient effectivement à la réflexion, c'est qu'il n'y a pas de télétravail, par exemple, le lundi.
Parce qu'effectivement, on a vu parfois du télétravail en demande le lundi et le vendredi. Et dans certaines structures, on va l'aménager, mais différemment. C'est-à-dire, effectivement, il y a le choix du salarié, mais par exemple, pas le lundi ou pas le vendredi. Le lundi, on se retrouve tous, en fait. Parce que le souci aussi, c'est qu'on vide, en fait, nos locaux, les entreprises. Et il y a des jours... il n'y a plus beaucoup de salariés, par exemple, parce que la majorité est en télétravail. Ça posera un autre sujet, problème. effectivement, de l'organisation de l'entreprise par rapport à ça. Mais oui, c'est important. Mais avouez quand même qu'on est arrivé parfois... Enfin, je sais bien, je vais prendre des cas extrêmes qui sont presque caricaturaux, mais quelqu'un qui est sur une chaîne de travail industrielle, etc., qui prétendait vouloir du télétravail. Moi, je sais pas comment une machine, on l'a fait fonctionner à distance. Enfin, voilà, je vais pas caricaturer avec le boulanger qui disait je veux être en télétravail chez moi, mais presque. Et à côté de ça, effectivement, se pose la question de cette génération qui arrive sur le marché du travail, à qui ils ont vu qu'on pouvait faire du télétravail, etc. Sauf que ils n'ont pas cette imprégnation de l'esprit d'entreprise, ils n'ont pas l'habitude de travailler avec leurs collègues. Embaucher, moi j'ai eu le cas de le faire, et j'ai eu l'occasion de le faire, embaucher pendant la période du confinement quelqu'un qui immédiatement est en télétravail. C'est super compliqué, faut être aussi honnête. On n'y est pas préparé, mais l'employé n'y est pas préparé non plus. Donc c'est un vrai sujet. Je pense que pour certains, on n'a pas complètement digéré. Mais je voulais vous poser la question pour savoir si vous l'aviez, vous, constaté ou pas. Marie, sur ça, il y a des gens qui aujourd'hui, alors c'est pas du télétravail si jamais tu es en indépendant, mais c'est ce qu'ils appellent home office. Donc, normalement, c'est tout à fait possible. Est-ce que ça s'est multiplié ? Est-ce que dire que la personne, elle est passée en visio, par exemple, avec son client, mais au lieu d'être en visio depuis le bureau, elle est en visio depuis chez elle. C'est beaucoup ça maintenant. Et du coup, le lieu, l'espace commun du bureau, de l'agence, c'est devenu quoi ? C'est devenu un lieu de rassemblement au moment simplement de rencontres avec les partenaires, des moments de rencontre entre collègues pour discuter d'un sujet. C'est devenu un peu ça ? En fait, il y a plusieurs aspects. Il y a le premier aspect qui est la relation avec le client. Et là, ça a été un grand boom positif, puisque possibilité de travailler à distance, possibilité de gérer et de valider des contrats à distance, tout un ensemble de moyens se sont vraiment démocratisés, les signatures électroniques, les validations à distance, les scans de signatures, donc tout ça, c'était très positif pour moi. Ensuite, il y a l'aspect... alors moi, j'ai un métier quand même commercial, donc télétravail, c'est assez rigolo quand on me pose la question. Généralement, le recrutement se fait pas. Quand on me demande s'il y a des jours de télétravail, il n'y a pas de télétravail parce que notre job, c'est sur le terrain. Donc, à un moment donné, si on pense qu'on peut aller développer et prospecter à distance, c'est possible, mais pas complètement. Et il y a surtout, pour moi, ça a été un gros enjeu, c'est l'aspect des valeurs et de la dynamique au sein de l'entreprise. Puisque comment on fidélise des gens qui ne sont physiquement plus là ? Comment on maintient un esprit d'équipe avec des valeurs ? Comment on les revendique, ces valeurs, si elles ne sont pas portées par le chef d'entreprise et vécues aussi par les collaborateurs ? J'ai dû faire preuve de beaucoup de rigueur, de beaucoup d'encadrement, même pour mes indépendants, puisque un indépendant doit quand même rendre un minimum de compte auprès du mandant. Donc, tout à distance, c'était compliqué. L'attitude du courtier est importante. La manière de recevoir un client et de gérer son dossier, j'ai beaucoup de difficultés à tout contrôler à distance. Donc, j'ai dû vraiment fixer des règles qui sont claires. J'ai dû être beaucoup plus insistante sur la présence au bureau, puisque l'esprit d'équipe, c'est très très important chez MP Finance, c'est une valeur importante. L'équipe, c'est un énorme vecteur de réussite commerciale, réussite même sur l'analyse d'un dossier. Quand on est tout seul face à une problématique, on est tout seul. Et quand à un moment donné, on est en équipe, on arrive à partager et à discuter. Et il y a beaucoup de valeurs humaines chez MP Finance, des valeurs de tolérance, des valeurs d'écoute, de respect, de respect de l'humain. Et ça passe par de la présence en entreprise et de l'investissement personnel au sein d'une équipe.
des actions commerciales se mettent en place parce qu'elles sont portées par l'équipe. Et si une partie de l'équipe n'est jamais là, c'est très compliqué de réussir à mettre on risque d'avoir des scissions et des fragmentations. Et de perdre des gens, de perdre toute cette espèce de collectivité et ce noyau qui fait que... même auprès de que la mayonnaise elle monte, c'est-à-dire que si je mets plus de moutarde et de sel, ça va être plus compliqué de faire monter la mayonnaise. J'ai des problématiques aujourd'hui de personnes qui ne viennent plus au bureau et en fait ou qui ne sont plus venues au bureau. Et ce sont malheureusement des personnes qui s'isolent. Ce sont des personnes qui sont toujours en marge des règles, même autour de notre job, d'actualité autour de notre job. Il se passe des choses en agence. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait le choix d'avoir de beaux locaux, d'avoir des locaux vraiment conviviaux, des choses on va parler de la QVT après. Oui. Bon, j'ai pas de baby-foot dans mes sociétés, j'ai pas tout ça, parce qu'on n'est pas, c'est pas une aire de jeu non plus. Mais à un moment donné, l'humain doit continuer à se voir. Catherine, toi, tu interviens dans des structures de toute taille, mais tu interviens aussi sur des plateaux, notamment dans les métiers qui ont été les tiens et qu'on connaît bien. Ce sujet-là, par rapport à ça, a aussi mis en souffrance, ne le cachons pas, toute une population de managers, d'encadrement intermédiaire, qui se sont retrouvés complètement dépourvus d'idées, pas du tout préparés non plus, et à qui on continuait de demander d'agir de la même façon, alors qu'ils avaient pu, les personnes sous la main, pas les mêmes outils, etc. Comment ils l'ont vécu, toi, ce que tu as vu là-dessus ? Alors, Bruno, tu en parles à l'imparfait, tu peux corriger, en parler au présent. C'est toujours le cas. Oui. Vraiment, la strate intermédiaire, c'est très très compliqué pour eux, parce que donc comment être inspirant, engageant et donner du sens à chacun, de la reconnaissance, accentuer sa légitimité, etc., faire qu'ils aillent bien, alors que moi-même je suis dans une position très inconfortable, parce qu'ils n'ont pas les clés. Parce que ils n'ont pas suivi de formation pour, ils n'ont pas eu le coaching pour. En fait, pour devenir N+1 ou N+2, il suffisait d'être très bon technicien dans son domaine. Oui, ou bon performeur. Savoir-faire, voilà. Le savoir-faire technique, ils le maîtrisent, ils l'ont, même s'ils ne maîtrisent pas tout. En tous les cas, ils avaient une belle progression, une belle performance dans l'entreprise. C'est l'évolution par la légitimité. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Oui, mais aujourd'hui, c'est plus comme ça que les personnes autour, y compris les indépendants, c'est pas ça qu'ils attendent. Et la demande de lien, c'est vraiment ce qui est primordial. Parce que, justement, ce que je disais tout à l'heure, trop de technologie, trop de distance aussi dans le relationnel. Je choisis mon conjoint, je choisis pas mes collègues de travail, hein. Donc, j'ai été obligé de me taper quand même pendant X heures par semaine. Donc, qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Il est important que je me connaisse mieux moi, parce que mieux je me connais, mieux je vais pouvoir communiquer avec l'autre et accepter l'autre dans ses différences. Et est-ce qu'ils arrivent à l'exprimer, cela? Parce que... Alors moi, ce que je peux dire, ce que je constate, c'est que donc l'envol est certifié Calliope, c'est-à-dire que c'est comme tous les organismes de formation, nous avons un process à respecter, c'est un label que nous devons respecter. Oui, mais Calliope ne valide que le process. Il ne valide pas dans ce process. Nous devons faire une cartographie. Et une cartographie, ça suffirait si j'envoyais un questionnaire à l'entreprise qui m'interroge. Moi, ce que je fais, c'est que je fais un mini-audit systématiquement sur place. Et je demande à avoir un entretien sur une entreprise de 20 personnes ou de 100 personnes. Je prends un échantillon représentatif et il faut aller les voir, il faut aller leur rencontre. Enfin, moi, je choisis de faire comme ça, en tous les cas. Je vais à leur rencontre, j'écoute, je pose des questions. Parce qu'il y a des attentes du dirigeant, des attentes des managers, des attentes des collaborateurs, des attentes des indépendants qui ont choisi de travailler avec MP Finance ou avec un autre, plus qu'à ceci, plus que cela. Voilà, celui qui a fait le choix d'être indépendant plutôt que d'être salarié d'une structure. Donc il y a des attentes, et autant que nous sommes constitués de la même manière, autant nous sommes tous uniques. Donc important de venir écouter, entendre, pour construire un plan d'action. C'est important, c'est d'écouter pour pouvoir trouver les bonnes solutions. Parce que ça sert à rien que je vous sorte la formation en 3 points et en 3 jours plus 2.
de chez, j'ose pas le dire, voilà, qui a X salariés qui dépendent de l'État et ils arrivent avec leur chemise rose. Oui, ben, ok, d'accord, mais qu'est-ce qu'ils connaissent en fait sur le plan humain, à part venir vous... C'est très bien pour des formations techniques, pour des formations sur Google, Excel ou je sais pas, sur les formations sur l'être humain. Prenez des gens compétents, prenez des gens qui sont déjà dans l'humain eux-mêmes, afin de pouvoir avancer. Donc, écoutez, apporter des clés qui répondent à une demande, et cette demande, c'est celle de l'ensemble des parties prenantes, encore une fois, salariés ou pas, et du dirigeant. Quelle est ma vision? Et qu'est-ce que je souhaite voir, moi, à 2 ans, à 3 ans et à 5 ans? Donc, qu'est-ce que je dois mettre en place? Alors, justement, Christelle, cet encadrement intermédiaire, en général, et notamment dans nos métiers, je pense particulièrement à la banque et en ce moment au secteur bancaire, c'est celui qui prend tout de suite, mais plein la figure. Est-ce que ça génère effectivement de la part de ces personnes, dans ce que tu peux voir, des demandes de médiation, des départs, des motivations de départ quand elles sont entendues, quand elles sont même parfois demandées par l'employeur? Est-ce que on est capable d'identifier ça aujourd'hui déjà? Oui, on peut. Oui, ça peut être identifié. On peut tomber même dans même ces managers intermédiaires qui sont pas forcément formés sur l'humain, etc. Il peut y avoir encore autre chose, c'est-à-dire qu'eux ont un comportement qui est pas forcément adéquat vis-à-vis de leurs subordonnés, et on peut avoir à ce moment-là même des contestations du comportement du manager intermédiaire qui est entre les deux en fait. Il est un petit peu coincé entre les deux. Et il a des comptes à rendre et puis effectivement une pression qu'il peut mettre aussi de son côté, et on peut tomber même dans du harcèlement en fait aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire on peut aller jusque là. On a tendance d'ailleurs un petit peu à dévoyer, je trouve, la notion de harcèlement qui prend un spectre hyper large entre une pression forte et la notion du vrai harcèlement, c'est-à-dire l'insistance lourde et violente de... C'est ça, par rapport à ça. Et puis du côté du manager intermédiaire, c'est pareil en fait. Lui, il peut aussi être mal dans sa position. Et on va tomber dans des conséquences pour lui, arrêt de travail éventuellement, etc. C'est d'ailleurs, pardon, mais oui. j'ajouterais que c'est la population la population la plus touchée sur les burn-out, sur les arrêts de travail, sur les demandes de reconversion, etc. C'est la population la plus touchée. Oui. Dans les et on en parle de plus en plus. C'est vrai que jusqu'alors, on n'en parlait pas, en fait, de la difficulté du manager, voire manager intermédiaire, et notamment sa difficulté, son état de santé, ses conditions de travail. Et aujourd'hui, on en parle de plus en plus. Et on le voit, tout à fait. Tout à fait, c'est compliqué pour lui. À toutes les strates, d'ailleurs, la parole se libère dans une entreprise. Et c'est tant mieux, parce que ça permet aux dirigeants d'avoir une meilleure feuille de route. Encore faut-il qu'il soit capable et qu'il ait envie de les écouter. De l'entendre aussi, c'est ça. De l'entendre. L'entendre à la limite, mais les écouter, c'est autre chose. Oui, tout à fait. Moi, je dirais l'inverse. Écouter, c'est plus facile. Entendre, écouter pour répondre, c'est facile. Oui. Écouter pour entendre et comprendre. Voilà, entendre et comprendre étant plus fin. Alors oui, moi j'étais dans une acception purement sensitive et sensorielle, c'est-à-dire j'entends, c'est-à-dire qu'il y a un bruit, mais je écoute, ça veut dire que je prête une attention particulière à ce que j'entends. Mais on s'est compris. Et juridiquement, alors ça peut aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'effectivement, si on tombe dans le arrêt de travail, etc., l'inaptitude, et puis après on conteste son licenciement. C'est une sorte de crispation à ce moment-là. C'est ça. Juridiquement. Et on cristallise la situation conflictuelle, mais qui est en fait n'est liée à personne, mais plutôt à une incapacité de s'adapter à des évolutions qui ont été subies et où on n'a pas suffisamment peut-être accompagner. Été agile. Oui, c'est ça. Bien sûr, accompagner en fait, accompagner. Quand je vois chez nous au niveau de TGS du groupe TGS, puisque c'est à peu près 1800 collaborateurs, il y a aujourd'hui il y a vraiment un accent qui est mis sur l'accompagnement des managers. Et donc il y a des formations assez longues par rapport à cet accompagnement-là. Donc, on appréhende plutôt cette difficulté.
et en le formant avec des groupes de travail, etc. Donc il y a vraiment un accent qui est mis dessus parce qu'on s'est aperçu qu'il y a cette difficulté du manager, on va dire intermédiaire, mais du manager en fait. Alors, j'ai beaucoup, lapsus révélateur, diraient certains, mais j'ai beaucoup accentué le sujet autour du télétravail parce que pour moi, c'est vraiment une illustration parfaite de cette bascule. Mais ça n'est pas que ça. Aujourd'hui, on a parlé du bien-être, c'est le thème de la discussion. On a parlé du bien-être, donc on va parler de qualité de vie au travail, la QVT, la QVST, etc. QVCT. Ah oui, alors, n'en rajoutez pas, on est comme sur certains genrés, non genrés, et puis avec des chiffres, des lettres à rallonge. Ce qui m'intéresse moi, c'est simplement est-ce que je suis bien quand j'exerce mon métier ou je suis pas bien, et dans l'entreprise où je suis ou pas. Et du coup, on a effectivement ces caricatures aussi il y a le baby-foot, oui mais je vous ai mis le café à volonté, oui mais vous avez la possibilité de vous éclater avec une salle de sport, etc. Dans la réalité, c'est pas ça le bien-être. Ça peut répondre entre guillemets à une façon de se défouler, mais au final, c'est pas tout ça. Et puis, on va aussi rebondir sur cette histoire qui, pour moi, est une violence parce qu'elle n'a pas été gérée. C'est cette histoire de flex office qui existe dans des grands sièges ou dans des grandes structures où aujourd'hui, c'est-à-dire que non seulement je viens au bureau, mais en plus, il faut que je réserve la salle où je vais avoir un rendez-vous où je vais pouvoir travailler. Si jamais je veux m'isoler pour passer, j'ai plus un bureau. Je vais dans une sorte de petite camisole plus ou moins chouette en termes d'esthétique, mais je suis complètement coupé du monde et surtout, j'ai plus rien qui est mon environnement professionnel habituel. C'est quelque chose auquel, notamment dans les métiers de service en bureau, les gens étaient très habitués. C'est quoi aujourd'hui cet impact que vous voyez les unes les autres sur vos constats, vos missions, vos dossiers derrière? C'est souvent mis en avant, ça, c'est un épiphénomène ou c'est... Non ? Non, moi par rapport à cette situation, à la localité, etc. Non, c'est pas quelque chose qu'on rencontre véritablement. Ce sera en fait dans un tout, c'est-à-dire juste aujourd'hui, je souffre de mes conditions de travail, par exemple. Donc, je souffre de mes conditions de travail parce que telle et telle chose, etc. Donc, c'est plus dans ce sens-là. Mais sinon, non, moi, j'ai pas d'exemple là-dessus. Sur le plan juridique, il y en a pas. Non, sur le plan juridique, voilà. C'est vraiment un tout, en fait. Sur le plan juridique, j'entends bien. Ça va être une partie sur, voilà, j'ai plus de place, j'ai plus ma place, etc. Mais il y a ça, il y a un autre élément, etc. Et je subis, moi, aujourd'hui, un préjudice parce que je suis pas bien dans l'exécution de mon contrat de travail. Alors, oui, on est forcément sur des structures un peu plus lourdes. Sur des structures plus légères, c'est aussi ça, parce que il y a des... On l'évoquait avec des salariés, donc tu vas nous parler avec les indépendants, mais quand on a parlé de télétravail, sont venues s'ajouter des contraintes législatives, c'est-à-dire la possibilité d'indemniser la ligne téléphonique, la ligne Internet, le chauffage, une quantité d'utilisation d'espace. On est passé d'un truc où on essayait de s'arranger à l'amiable à quelque chose qui est devenu très contraignant. Tu l'as aussi dans tes équipes d'indépendance ou pas du tout, parce que les gens s'étaient intégrés Je dirais que quand on choisit l'indépendance, on a envie déjà d'avoir une certaine liberté. Je dirais aussi qu'on a aussi envie d'avoir la capacité de gérer son temps. Et c'est quelque chose qui s'est peut-être renforcé et que je renforce, en tout cas dans mes recrutements et dans ma relation avec mes collaborateurs, avec mes mandataires. Alors, la taille de l'entreprise permet d'avoir une vraie proximité avec l'ensemble de l'équipe, permet aussi de plus facilement gérer le changement, tout simplement. Mais je dirais que le bien-être au travail, le télétravail, tous les sujets qu'on est en train d'évoquer, moi, ça m'a permis de renforcer la responsabilisation de chacun. Ça m'a permis d'encore plus renforcer le côté, tu deviens indépendant,
tu intègres une entreprise avec un statut spécifique. Tu ne vas pas avoir de cadre de travail comme un salarié. Donc, à un moment donné, quelle est ta quête? Quel est ton sens? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui t'anime? Et c'est une rencontre entre deux volontés. Et c'est... Ça se décide au recrutement, ça se décide au début, ou ça se décide aussi. Ou ça s'alimente? Ça s'alimente lors de changements. Le Covid, par exemple, cette arrivée de 2 mois de pause où on peut se poser, se reposer, prendre du recul, se demander si c'est vraiment le bon choix qu'on a fait, est-ce que c'est la bonne méthode de travail. L'indépendant, par défaut, se pose ce genre de questions. En tout cas, dans une entreprise à taille plus humaine, ça doit être en permanence animé par le patron, animé par le gérant de l'entreprise et cultivé par le gérant de l'entreprise. Et j'ai l'impression que mes équipes se sentent bien. En tout cas, j'espère. Et comment tu le mesures? Tiens, bonne question. C'est moi qui l'ai posée, donc je vais dire que c'est une bonne question. Mais en l'occurrence, comment tu le mesures, ça? C'est que de l'intuitif? Il y a beaucoup d'intuitif. Parce qu'il y a des méthodologies par rapport à ça. Ce qu'on appelle le 180, c'est-à-dire qu'on inverse l'entretien d'évaluation annuel, par exemple, on le passe de l'autre côté, ou à la méthode japonaise, où on laisse à la limite la personne, on échange quasiment vie ma vie pendant quelques heures. En fait, il y a beaucoup d'intuitifs, et parce que la taille de l'entreprise le permet, et j'ai aussi beaucoup de proximité avec les uns et les autres, et je demande à ce qu'on me fasse remonter de manière constructive des idées, des changements, des choses qu'on doit améliorer. Et tout le monde est engagé dans cette entreprise. Donc j'ai régulièrement des remontées, mais toujours constructives. J'ai pas de revendications. Donc j'ai le sentiment que ce changement, l'évolution du cadre de travail, la notion de bien-être, je pense que c'est plutôt bien accepté et bien géré, je pense. En tout cas, avec des statuts d'indépendants, je pense que c'est moins un sujet. Le sujet, c'est vraiment fédérer les équipes. Continuer à fédérer les équipes, continuer à les amener dans une direction que je fixe. Ce sont des indépendants, donc avec plus de liberté, et je ne peux pas leur imposer. Je dois avoir vraiment leur adhésion. Et donc le plus dur, quand on a du télétravail, quand on a ce genre de moyens à distance, c'est de pas trop en abuser non plus. C'est de réussir à doser. J'utilise le télétravail et toutes ces méthodes pour me permettre de gagner du temps sur plein de sujets. Par contre, il y a des moments clés où c'est du présentiel, c'est de la rencontre. On n'arrive pas à prendre le pouls d'une entreprise toujours à distance. Alors ça va rejoindre ton mot-clé de sens que tu évoquais, Catherine. C'est quelque chose qui est là, le sens que les gens cherchent. Est-ce que d'une part, les gens sont capables de l'exprimer? Parce que dire, c'est le grand mot à la mode, je veux du sens, je veux que mon entreprise, elle ait une mission responsable, sociale, etc. Est-ce qu'on est capable de mettre vraiment des éléments factuels derrière cette grande théorie? Et la deuxième chose, est-ce que le problème, il vient pas souvent du pilote en haut de l'avion, qui a été formé, qui a construit son entreprise depuis 10 ans, depuis 15 ans, ça a bien marché, et aujourd'hui, il est lui-même dépourvu, donc il sait pas faire autrement que de piloter de cette façon-là. Et il y a rien de pire pour un chef d'entreprise d'avouer, c'est une question d'ego et c'est une question de culture, d'avouer que il se trompe et qu'il faut qu'il modifie ses règles. Je pense pas qu'un chef d'entreprise n'a pas la capacité. C'est pas ça. Est-ce qu'il en a conscience et est-ce qu'il... Donc, pour le faire en positif, je pense qu'ils en ont, que tout chef d'entreprise, tout dirigeant et manager aussi, ont la capacité à prendre du recul et à dire là je vois que ça va pas, là je vois que ça va pas, là je vois que ça va pas. Cela dit, pour l'instant, je pense qu'ils n'étaient pas prêts à prendre des mesures pensant qu'ils étaient humains eux-mêmes et que ça allait bien se passer, en se disant bonjour et en recréant du lien et en demandant que le télétravail soit largement diminué pour qu'il y ait un retour de plus en plus important au sein de l'entreprise, et en se disant ils vont retrouver leurs collègues, ça va faire une bonne ambiance, une bonne émulation, ça va les remotiver, ça va repartir. Sauf que c'est pas comme ça que ça fonctionne.
Pas comme ça que ça fonctionne, parce que les gens changent, parce que le monde avance vite, parce que il existe des vrais outils. Et je pense que ce qui est important, c'est qu'ils se dirigent à se former eux-mêmes, à être coachés eux-mêmes, pour pouvoir comprendre et analyser et dire voilà, les objectifs que j'ai, la vision que j'ai de l'entreprise, c'est ça. Tel plan d'action, eh bien, au lieu de le créer tout seul, c'est de la co-création, ça aussi. C'est aussi comme ça que ça donne du sens à chacun et que donc ça implique. Je pense que oui, il est important de se réouvrir et ou de s'ouvrir à changer de cap, changer de chemin, changer de paradigme pour avoir des résultats différents. Parce que plus je vais demander des résultats, moins je vais en avoir, parce que ça sert plus à rien de râler aujourd'hui, parce que ça génère du stress. Et sur les managers intermédiaires et sur les collaborateurs qui produisent les analystes, etc. Alors, le sujet est moins flagrant avec des indépendants, parce que l'indépendant, il choisit avec qui il va travailler. Il choisit ce qu'il veut gagner, même s'il met tout en œuvre pour y arriver. Oui, avec parfois des attitudes qui sont plus proche du salariat que de l'indépendant. Ça dépend. Moi, je travaille avec un grand groupe là en ce moment où je trouve franchement qu'il y a un investissement et les gens. Je trouve que même les indépendants, je trouve qu'au contraire, il y a vraiment un changement dans les mentalités et une envie de devenir encore plus positif et que les liens soient de meilleure qualité, que la communication soit de meilleure qualité. Alors, c'est vrai que pour des collaborateurs salariés dans une structure, ça crée donc plus de besoins auprès du dirigeant, qui n'était pas forcément armé. Les DRH non plus d'ailleurs, les responsables non plus d'ailleurs, parce qu'ils mettaient en place des choses, ça faisait 5 ans ou 10 ans que ça marchait, pourquoi est-ce que ça va changer, quoi ? Voilà, alors... Capacité de résilience, ça serait bien qu'il la développe et que effectivement il y ait une ouverture sur oui, tout le monde peut changer et en bien et évoluer pour pouvoir embarquer et inspirer. Alors, Christelle, on disait tout à l'heure que tu faisais aussi du conseil en RH. Ces sujets-là, ils sont abordés ou il faut généralement quand tu es en mission, il faut que tu provoques cette question-là parce que c'est pas le premier élément qui vient à la tête des gens. Alors, c'est vrai que nous, ça reste souvent très juridique quand même. Donc oui, ça va plutôt être provoqué. Mais on va retrouver effectivement le fait du chef d'entreprise qui veut aller encore plus loin. Nous, plutôt sur la rédaction d'accords d'entreprise, des choses comme ça. On va rester plutôt très terre à terre, la juridique. Et on parlait du télétravail. Et aujourd'hui, c'est pas que le télétravail qui va forcément donner effectivement du sens, mais il y a beaucoup d'autres choses. Et on a nos nouvelles générations aujourd'hui. C'est pas pour autant qu'elles veuillent moins travailler, c'est que ça va être un travail différent. Et c'est surtout qu'on va moins passer de temps aussi au travail, en fait. Et il y aura le télétravail, mais il va y avoir d'autres choses. Il va y avoir, par exemple, on le retrouve beaucoup sur l'aménagement du temps de travail. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va demander plus de congés payés. On va pas être sur 5 semaines, par exemple, dans certaines entreprises. Alors, celles qui peuvent aussi, faut avoir les moyens. Toutes ne peuvent pas. Ça va pas être 5 semaines, ça va être 6 semaines, par exemple. Ceux qui sont en forfait jour, ils vont demander plus de jours de repos, etc. Donc, on est, nous, juridiquement, plus sur des demandes comme celle-ci. Et on va rentrer vraiment beaucoup plus sur l'humain quand on est, nous, dans le cadre d'enquêtes, par exemple. Quand on fait des enquêtes au sein des entreprises, quand il y a une contestation sur du harcèlement, etc. Et là, effectivement... Il y a des choses qui remontent. Oui, qui remontent, tout à fait. Mais on voit effectivement aujourd'hui les chefs d'entreprise vraiment s'impliquer, je trouve, quand même, vraiment, beaucoup plus au niveau humain que ça n'était le cas auparavant. Ils sont obligés. Il y a une grosse évolution là. On voit bien, ils sont tous à la recherche et ils se sont posé les bonnes questions. Alors,
le temps passe très vite en votre compagnie et le sujet est passionnant, bien évidemment. Mais je vais être un peu provocateur, une fois n'est pas coutume, sur le truc. On a tous entendu, surtout ces dernières semaines ou ces derniers mois, une autoflagellation en disant, finalement, la France, c'est un pays de feignants, on a le plus de jours de fériés, on bosse le moins, on a la moins grande productivité, etc. Moi, j'ai pas cette impression-là, mais bon, visiblement, il y a certaines statistiques qui semblent plaider pour ceux qui portent ces idées-là. Est-ce que on est face à aussi une nouvelle génération, alors tu le disais, en quête de sens, peut-être qui cherchent des choses différentes. Moi, j'ai des amis, j'en ai au moins 2 en tête, qui sont passés aux semaines de 4 jours. Oui, c'est ça. C'est pour laisser du temps libre, mais est-ce que ça a impacté la productivité, pas la productivité ? Est-ce qu'on doit s'habituer ? Est-ce qu'on va se mettre à consommer du temps de travail comme on consomme du temps de loisir avant ? C'est la question que vous rencontrez forcément sur des entreprises que vous accompagnez. En fait, le fait de passer à la semaine de 4 jours ne va nuire en rien au résultat de l'entreprise. Parce que mieux je serai dans ma vie, dans mon être, plus je vais être performant. Et c'est pour ça que les nouvelles générations, moi j'ai complètement espoir en leurs résultats, en leurs compétences et en leur adhésion, autant que quelqu'un qui travaillait avant du lundi au samedi soir. Quand il y a eu le samedi qui n'était plus un jour, qui était devenu un jour de repos, il y a déjà eu une grande interrogation. La France va reculer parce que nous n'allons plus travailler que 5 jours. Non. Oui, mais je vais faire l'extrême de l'autre côté en provocation, c'est dire oui, mais aujourd'hui c'est 4 jours, pourquoi pas demain 3 jours pendant qu'on y est, puis 2 jours, et puis finalement on va passer plus de temps à la maison que sur le temps de travail, tout en bien évidemment en n'acceptant pas de baisse de sa rémunération. Donc non, mais je plaisante, mais il y a une légitimité à se poser cette question-là. Alors aussi. Globalement, moi je peux constater, et alors ça se voit fortement sur les indépendants justement, même s'ils travaillent 4 jours par choix, parce que eux ils sont indépendants, d'accord ? Eh bien, leur productivité ne baisse pas. Bien au contraire. Parce qu'ils sont mieux dans leur vie, ils gèrent mieux leur emploi du temps, ils gèrent mieux leur équilibre, etc., etc., etc. Et quand ils sont au travail, par contre, ils savent très bien se concentrer. Et ils savent très bien réaliser ce qui est urgent de ce qui ne l'est pas. Oui. De se débarrasser aussi de ce qui est polluant. Etc., etc. Est-ce que si je te suis dans l'extrême... Ils attrapent un système de réflexion et d'organisation qui devient de l'hyper-performance. Est-ce que, voilà, c'est ça. Est-ce que cette réduction du temps obligatoire de présence pousse à davantage d'efficacité naturelle ? Complètement. Et d'implication. Ouais. Et donc de légitimité, et donc de reconnaissance, et donc de motivation, et d'une baisse de l'absentéisme. Complètement. Marie, tu voulais rebondir là-dessus, oui. Oui, complètement, puisque dans l'environnement de l'indépendance, ou alors de jobs qui permettent un peu de liberté, les gens s'organisent, sont libres de s'organiser comme ils veulent. Je prends l'exemple de mon métier par rapport à souvent la question qu'on me pose lors d'un recrutement, la gestion des enfants, la gestion de la vie de famille et de l'indépendance. On voit ce métier comme une montagne de travail qui va m'empêcher d'avoir du temps libre. Alors que non, pas du tout. Je peux très bien, jeune maman, par exemple, aller chercher, donc travailler toute la journée, aller chercher mon enfant à 4h30 à la sortie de l'école, le gérer jusqu'à 17h30 et de poursuivre mon travail à partir du moment où c'est un petit peu plus calme pour l'enfant, à partir du moment où les enfants sont couchés. Nos clients, si je prends vraiment spécifiquement mon métier, et puis je pense beaucoup de jobs, les gens travaillent toute la journée. Donc la plupart du temps, quand on est dispo, c'est en fin de journée, ou c'est du temps de midi. Eh bien, j'ai des collaborateurs aujourd'hui qui organisent des moments de temps libre dans leur journée, à des moments clés. Par contre, entre midi et 2, c'est plein de rendez-vous. C'est optimisé complètement. Le soir, c'est optimisé complètement. Et effectivement, j'ai des résultats d'indépendants qui sont énormes. J'ai une collaboratrice, elle vient d'avoir un enfant cette année, 2025. Ça s'est pas vu, en fait. Elle a parfaitement géré. Et je pense que ça lui a donné un leitmotiv parce qu'elle est libre de gérer comme elle veut. Et je pense que cette nouvelle génération, alors, il y a suscité de l'intérêt chez eux, ça c'est une chose, mais peut-être aussi être à l'écoute. Qu'est-ce que vous attendez de votre patron ?
Généralement, on est dans le schéma inverse. Mais qu'est-ce que vous attendez de votre patron dans un futur environnement de travail? Et je pense que les relations seront peut-être plus courtes au niveau professionnel, parce que beaucoup de jeunes prennent pendant quelques années une expérience et puis vont en rechercher une autre. Je pense que être attentif à cette espèce de on va s'apporter quelque chose mutuellement, mais toi, t'attends quelque chose. Je t'écoute, dis-moi, est-ce que moi je peux te l'apporter et pendant combien de temps? Je pense qu'on va peut-être arriver vers des schémas de relations professionnelles peut-être plus sains, peut-être plus transparents et plus sains. Plus humaine. Ouais, j'ai l'impression. Christelle, Alors, pour rebondir en fait sur le salariat, en fait, nous c'est ce qu'on a sur le forfait en jour. Forfait en jour, c'est des jours de travail, donc là il y a plus ce cadre 35 heures ou autre, et là c'est une gestion aussi de son temps de travail avec son temps personnel en fait. Alors c'est pas pour autant qu'il que sera tout est rose. non. Du tout, et qu'effectivement... il n'y a pas des excès ni d'un côté ni de l'autre, oui. et puis voilà. Voilà, c'est ça. Mais voilà, ça, c'est pour rebondir en fait de l'autre côté. Et rebondir aussi sur les semaines de 4 jours et demi, oui, ça c'est une demande aussi. Oui, c'est une demande. D'accord. Ça, notamment dans les accords d'aménagement du temps de travail. Oui, bien sûr. Ce qui permet aussi de fidéliser les salariés. Les salariés. Merci. Alors, en 3 mots, on rebalaye parce qu'on est arrivé au terme de l'émission. Quel conseil vous donneriez à des chefs d'entreprise? Je vais m'intéresser qu'uniquement aux chefs d'entreprise, là, pour le coup, que vous auriez à coacher ou qui viendraient vous solliciter pour, justement, essayer de s'approprier cette notion de bien-être au travail de leurs équipes, qu'elles soient indépendantes ou qu'elles soient salariées. Tu commencerais par quoi, toi, Catherine? Ah, moi, je les invite à m'appeler pour que nous fassions une cartographie. La commerciale. Je me dis 3 mots. Téléphonez-moi. D'accord, ok. Oui, Bon, effectivement, faire une cartographie par quelqu'un de l'extérieur et par quelqu'un de l'extérieur en plus, vraiment, parce que en interne, les réponses ne sont pas les mêmes, même si elles sont anonymes. J'y crois plus du tout, ça s'est passé. Il se doute que ça va être par recoupement et mal géré, identifié. etc. Donc, important de passer par quelqu'un de l'extérieur, faire un audit et de regarder ce qui est préconisé dans un plan d'action pour pouvoir dire, OK, qu'est-ce que je peux mettre en place? Et tout ne va pas arriver dans les 6 mois à venir. Non. C'est un plan d'action qui se construit sur 2 ans, 3 ans, mais justement, parfois une année, ça c'est suffit aussi, même. c'est important, c'est de résumer, de synthétiser les résultats et de pouvoir communiquer en disant, voilà, on va y aller étape par étape et on va y aller de telle Absolument. façon, avec telle. Oui. Christelle? Alors, nous, on est là aussi pour faire les audits. Eh ben, l'un n'est pas incompatible avec l'autre. Voilà. Voilà, pour conclure là-dessus, effectivement. Ouais, une aide, un accompagnement. Un accompagnement. Parce que si on n'y est pas arrivé tout seul, ou même si on y arrive ou on pense y arriver, oui. le regard extérieur est un plus. Oui. Marie, tu as le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est pour moi de rester sur de l'humain. Je pense qu'il faut rester sincère et rester à l'écoute des gens. Si on a envie de savoir si le bien-être au travail est le risque, c'est la trahison, tu le sais très bien. C'est la personne qui voudra en profiter, voilà, c'est ça. Je pense qu'on l'enlèvera nulle part. Dans tous les cas. Donc, faut l'intégrer dans ton pourcentage d'erreur, etc. Je pense qu'il faut être sincère, faut être humain, faut être à l'écoute, mais pas à l'écoute en mode. Oui, par le principe. Voilà, béni oui, à l'écoute en étant très lucide. Mais si on veut garder ce lien avec nos collaborateurs et savoir si les gens se sentent bien dans l'entreprise, c'est important aussi de donner un peu de soi. Bien sûr. Eh bien, merci à toutes les 3. C'était passionnant. Comme je le disais, on aurait pu rester encore bien longtemps sur tout un tas de sujets. En tout état de cause, les gens peuvent vous retrouver parce que vous êtes partenaire de la fédération. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission des Fans du Crédit. Fans de Crédit, en partenariat avec la Fédération du courtage en crédit.